That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro-ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui sort en cinéma, dans les salles du cinéma, pardon, aujourd'hui, le 30 mars. C'est un film, le dernier film de Jean-Gabriel Perriot. Le film s'appelle Retour à Reims. Je vais pas dire que c'est un documentaire ou c'est une fiction, je vais juste dire que c'est un film et c'est déjà beaucoup. Et le cinéaste est là aujourd'hui, le jour de la sortie du film, pour nous en parler. Je lui en suis donc doublement et éternellement reconnaissant. Comment allez-vous ? Très bien, ça va. Un peu speed comme un jour de sortie, mais sinon ça va. J'imagine très très bien. Alors, je vais aller faire vite. Alors, pour savoir un peu de quoi parle le film, c'est une adaptation partielle, on va dire ça comme ça, d'un essai autobiographique du sociologue et philosophe Didier Eribon. Et en fait, Didier Eribon retourne à Reims, qui est sa ville natale, à la mort de son père, pour retrouver son milieu d'origine. Et va en découler un livre, une espèce de livre de fiction romancée, mais aussi sociologique, sur les conditions des ouvriers, sur le racisme, sur pas mal de choses. Mais c'est une adaptation partielle, vous, ce que vous en faites, c'est très important de souligner ça. Et la première question qui est extrêmement basique, mais qui nous permet aussi peut-être de comprendre un peu pourquoi ce livre vous a intéressé, qu'est-ce que vous retrouviez dans ce livre qui se connectait aussi avec le cinéma que vous souhaitez faire. Dans quelles conditions vous avez découvert ce livre, et est-ce que pour vous tout de suite l'envie d'enregistrer vos propres... Enfin, d'en faire une mise en scène a été évidente pour vous? Alors, je suis désolé, j'ai loupé la question, ça a coupé Internet. Ça a coupé, c'est pas grave. Alors, je répète, je disais simplement, dans quelles conditions vous avez découvert ce livre, et puis surtout, est-ce que très très vite, l'idée d'en faire un film est apparue pour vous une évidence, ça a été une évidence? Non, alors ça a été en deux étapes. La première, ça a été il y a des années, alors pas tout de suite à la publication du livre en 2009, mais quelques années après, je ne me rappelle plus très bien, je l'ai lu, conseillé par des amis, ce livre qui m'avait beaucoup touché parce que je partage beaucoup de la vie de son auteur. Une histoire familiale, une histoire personnelle, voilà, l'homosexualité, le départ de la province, les histoires de transfuges de classe, etc. Donc le livre m'avait beaucoup ému pour ce que je retrouvais, ou les mots que mettait l'auteur sur des choses dont j'avais fait moi-même l'expérience. Mais ça ne faisait pas un film ou l'idée d'un film. Je travaille d'ailleurs jamais avec l'idée de livres à adapter. Ce qui va changer là, c'est un jour une proposition, donc il y a quelques années, d'une productrice qui s'appelle Marion Luciani, qui m'appelle parce qu'elle avait le rêve de faire une adaptation de ce livre, et possiblement avec des archives. Et comme je suis un peu un spécialiste du cinéma d'archives, elle s'est adressée à moi. Et avant de lui répondre, j'ai relu Retour à Reims, et du coup, j'ai redécouvert toute une partie du livre que j'avais un peu oublié, peut-être pris par l'émotion justement de me retrouver dans le livre. C'est toutes on va dire, l'espèce de leçons ou de trajets que décrit Didier d'une histoire sociologique et politique de la classe ouvrière, notamment par sa mère. Et à la lecture, ce qui m'a le plus arrêté, ce sont quelques pages qui servent de corps pour moi dans le film, où il essaie d'expliquer le geste de sa mère alors qu'elle a voté toute sa vie PCF, elle va voter Front National. Et dans la France dans laquelle on vit, donc là, j'ai dû le relire, ça doit faire 2 ou 3 ans que je l'ai relu, non seulement le fait que le Front National a un poids électoral assez fort, mais surtout qu'on s'y est habitué, et deuxièmement qu'une partie des idées du Front National a maintenant traverse quasiment toute la société. Et Didier, le fait qu'il passe par un geste particulier d'une personne, je trouve, rend quelque chose très clair de certaines explications de ce geste-là. Et ça me semblait, voilà, s'il y avait un film à faire pour moi, c'était ça, c'était ramener des éléments de réflexion d'une histoire politique qui nous concerne tous et que je trouve très actuelle. Et l'adaptation, voilà, ensuite se déroule à partir de ça, avec la conséquence de ne pas essayer d'être exhaustif sur l'ensemble du livre, ce qui me paraît de toute façon impossible, quelle que soit la manière de rentrer dedans, parce que le livre est brillant parce qu'il traverse quasiment un siècle d'histoire. Il y a plein de personnages qui sont l'auteur lui-même, mais aussi ses parents, ses grands-parents, ses frères. Il
il y a plein de thèmes, plein d'époques, et c'est très agréable à lire, mais c'est trop pour un film. À moins de faire une série de 20 heures de films, il fallait forcément choisir un point de départ, et l'adaptation allait découler de ça, et décider de ce qu'il y aurait dans le film et de ce qu'il n'y aurait pas. Alors, ce que j'ai omis de dire et de préciser, qui est fondamental, c'est que vous êtes l'auteur d'une Jeunesse allemande, qui est un film qui a été réalisé en 2015, qui, entre parenthèses, que je trouve merveilleux, qui est un film important pour moi, et qui parle de la fraction Armée Rouge. C'est un film d'archives, sans voix off. C'est un film très déstabilisant dans les premières secondes, mais il faut faire des concessions pour apprécier une œuvre intelligente. Et on reprend cela dans le film Retour à Reims. Et je voulais... parce que je vous avouerai que le cinéma qui travaille beaucoup sur les archives, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous trouvez aux archives qui font que ça peut donner un film avec une résonance très forte avec le moment où l'on vit? C'est ça qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce que vous leur trouvez à ces archives, et puis surtout comment vous arrivez à les faire parler, à les faire bouger, à les faire douter même. J'ai eu cette impression dans Retour à Reims que parfois même les archives documentées et les archives de films de fiction, elles doutaient. C'est très surprenant cette sensation que j'ai eue. Et je voulais vous poser cette question déjà à la base par rapport aux archives qui englobent votre travail en fait général. Ça dépend du rapport qu'on entretient avec ces images-là, mais de manière plus générale, quel rapport on entretient à l'histoire. Moi, par exemple, ce que j'aime dans l'histoire, moi qui en ai beaucoup manqué, je trouve qu'à l'école, j'en ai pas assez appris, et j'ai pas eu de vraie transmission d'une histoire familiale, par exemple. Enfin, c'est-à-dire d'une histoire. Moi, contrairement à la famille qui est décrite dans le film, je suis d'une famille de travailleurs pauvres, mais qui a pas été au PCF, qui a pas une histoire comme ça de participation aux luttes. Donc, du coup, je manquais beaucoup d'histoire. Et quand j'ai commencé à devenir jeune homme, adulte, à être plus militant, plus impliqué dans le présent, il me manquait beaucoup de choses. Donc, je suis revenu à l'histoire parce que l'histoire, elle sert, c'est vrai, à aller essayer de comprendre ce qui nous amène dans la situation où on est. Mais il y a aussi un rapport qui est différent. Je trouve que dans l'histoire, par moment, aussi, on voit le présent. C'est-à-dire, c'est pas forcément passé l'histoire. C'est-à-dire, on voit que des choses se répètent ou qu'il y a des invariants, qu'il y a des choses qui sont toujours là, et du coup, c'est à la fois déstabilisant parfois. Si on prend l'histoire de l'oppression, par exemple, simplement. Et je sais pas, ça me parle au présent, moi, l'histoire, en partie. Alors évidemment, après, il y a une autre partie d'événements où, par chance, les choses sont révolues, on a bougé. Et avec l'archive, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse sur l'archive, c'est de voir comment, par moment, quand je regarde des choses, j'ai l'impression de voir un film. Enfin, j'ai l'impression de voir des choses d'aujourd'hui. Ça fait des courts-circuits par moment, c'est fou. Il y a des témoignages, par exemple, dans Retour à Reims, quand je les ai découverts, j'ai l'impression que les gens me parlaient comme si c'était des gens d'aujourd'hui. D'ailleurs, leurs situations de vie sont toujours les mêmes. Alors, des fois, c'est pas plus le même vocabulaire, c'est plus la même manière de s'exprimer, mais en tout cas, les situations de vie sont tellement toujours là, quoi, tellement. Et c'est une chose qui m'émeut beaucoup, ces espèces de court-circuit entre quelque chose qu'on sait qui a été filmé il y a 40, 50 ou 80 ans, et le fait que ça reste contemporain. Et c'est souvent d'ailleurs c'est les archives qui m'intéressent le plus, et il me semble que dans ma manière de les monter, de les présenter, j'essaie de les laisser un peu contemporaines. Alors là, il y a le texte, donc c'est vrai que ça change un peu, mais quand il n'y a pas de voix off, contrairement aux films, par exemple, si on prend les films de télévision ou les films très didactiques sur l'histoire, on va toujours avoir les archives sont montrées comme des illustrations d'un texte qui dit ça c'était en 1945, ça c'était en 1960, qui fait que quand on est spectateur, on voit le passé. Moi, dans mon film, le fait que j'enlève pas les dates, je mélange les choses, fait qu'on est toujours un peu laissé seul face à ces images, et je laisse ouvert la possibilité de ce court-circuit entre le temps de leur production et le temps de leur réception. Elle reste un peu active, en tout cas une partie d'entre elles, sauf quand je montre à l'inverse des extraits qui sont montrés pour voir aussi que des choses ont changé. Mais il y a quelque chose j'allais dire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je sais que vous l'avez remarqué, mais les nouveaux reportages de luxe qui sont présentés comme des documentaires, il y a même aussi une espèce de dramaturgie qui est travaillée dans la voix off.
Et alors que ça reste toujours la même chose, c'est-à-dire que la voix off nous dit exactement ce que l'on voit. Alors que j'ai l'impression que dans Jeunesse allemande, dans Retour aux Reims, finalement, cette voix off, celle de l'actrice Adèle Haenel, elle m'a fait rappeler celle de Michel Bouquet. À un degré moindre, certes, mais c'est dans la manière de dire les choses, dans la tonalité, dans la voix, celle de Nuit et brouillard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un élément de mise en scène à ce moment-là. Et dans le film, dans votre film, je n'ai jamais eu cette impression que cette voix off me prenait par le bras. J'avais l'impression qu'elle ne me prenait jamais par la main, pardon, qu'il y avait les images, enfin des plans, et il y avait cette voix off, et c'était une forme de tout, de mise en scène. Comment vous arrivez, vous, c'est des secrets de cuisine interne, j'en conviens, mais je suis très curieux. Mais comment vous arrivez, vous, à faire en sorte que le texte, le livre qui fait plus de 200 pages, vous choisissez quelques pages, le texte et ces archives, qu'est-ce qui vient en premier? Comment vous travaillez tout ça déjà? Bah, là, vu que c'était une adaptation d'un texte, le texte était forcément posé dès le début. La première étape a été de poser, de réduire le texte, d'en faire un montage, un remontage, mais qui est plus long que ce qu'on voit dans le film. Donc c'est vrai que le premier jeu, on va dire, du montage ou de la manière d'organiser tout ça, c'était que si je trouvais des extraits de films préexistants qui répétaient très clairement ce qui jouait dans le texte, enfin, qui répétait, on va dire, un élément de la vie d'un personnage ou qui re-racontait un événement historique ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, au lieu de répéter l'information, j'enlevais le texte. Ce qui fait que ça garde une linéarité de discours, à part qu'il n'y a pas de répétition et que ça me permettait évidemment d'enlever aussi du texte. L'idée, c'était pas d'avoir un texte qui court sur l'ensemble du film, mais ça garde une logique et ça évite la répétition. Après, le jeu était en permanence. Alors, ce qui n'est pas forcément facile selon les sujets, parce qu'il y a des moments, j'avais beaucoup d'archives, il y a certains sujets où j'en avais très, très peu, donc la liberté de montage est plus réduite, mais l'idée, c'était d'éviter autant que faire se peut d'être dans la répétition ou l'illustration. Ça veut dire soit le texte qui illustrerait l'image ou l'inverse. Et il y a 2-3 fois on est dans dans l'illustration, mais même quand on l'est, ce que j'aimais bien, c'était que d'une certaine manière, le texte soit en avance, soit en retard, et pas tout à fait correspondant. Par exemple, il y a une très longue séquence où on voit Mitterrand en 81 qui va au Panthéon, c'est un plan séquence, et le texte parle du Parti socialiste, mais on se demande pourquoi on voit Mitterrand et à un moment le texte énonce l'élection de Mitterrand en 80, mais on est déjà à la fin de ce plan qui dure 2 minutes et où on a la résolution. Donc oui, c'était une illustration, mais on le sait pas tout de suite. Donc c'est-à-dire que même quand on est dans la pure illustration, c'est-à-dire que ce qu'on entend, il y a du décalage et du retard, ou au contraire d'être en avance. Mais alors attendez, ça c'est génial parce que vous utilisez l'exemple de Mitterrand. Maintenant on le sait hein, que c'était un grand metteur en scène, et là vous utilisez des archives qui sont elles-mêmes mises en scène. Comment vous faites pour travailler sur quelque chose qui est déjà mis en scène? Ça va être assez passionnant, j'imagine. Il n'y a pas d'image qui n'est pas mise en scène. Ça n'existe pas, ça veut dire, sauf si les caméras de surveillance, et encore on choisit leur angle, mais même les cinéastes amateurs par exemple, où ils ont quand même un point de vue, ils décident de ce qu'ils filment, de ce qu'ils cadrent. Donc on n'a pas d'image qui serait sans choix. Alors chorégraphier peut-être. Le mot, ce serait peut-être chorégraphier. Quand on voit Mitterrand, on sait qu'il y a une chorégraphie derrière. C'était plutôt de cela dont je parlais. Ouais. Oui, mais du coup, ce qu'on voit quand les objets sont très mis en scène, que ça soit celui-là ou qui pourrait être certaines fictions ou certains documentaires très, on voit que là, la caméra, elle était placée, elle est censée montrer quelque chose de très théâtral, très mis en scène, qu'elle renforce. En fait, cette chose-là, en fait, elle apparaît clairement quand moi, je le réutilise. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de surligner, par exemple, qu'il y a de la mise en scène, on le voit. Et donc, je peux le taire, et c'est ce qui fait qu'on a à la fois cette image nous renseigne sur ce qu'elle raconte au premier degré avec le texte, et en même temps, on voit apparaître cette mise en scène très princière, et on voit qu'il y a tout de suite un décalage entre quelqu'un qui est censé représenter un parti populaire avec la lourdeur comme ça royale de cette mise en scène, et on voit très bien tout de suite que ça pose une question, si ce n'est pas un problème. Donc, je joue du poids d'une certaine manière qui est à l'intérieur des archives elles-mêmes, sans que j'ai besoin de les souligner.
La seule chose que je peux faire, c'est que comme j'utilise des pièces de registre très différentes, ça fait surgir justement les qualités de chacune de chacun de ces extraits, de chacune de ces œuvres. Il y aurait par exemple que de la fiction ou que du documentaire naturaliste. Oui, on verrait pas surgir les différences, mais en mettant d'un coup un bout de fiction, un bout de télévision, un bout de choses beaucoup plus improvisées, on voit justement que chacun répond à des mises en scène différentes et donc à des objectifs de discours différents. Et quand vous avez commencé, quand vous aviez lu ce livre, est-ce que vous aviez déjà des images en tête de films de fiction ou plutôt des images, des souvenirs de choses que vous aviez vues à la télévision ou alors des souvenirs que vous avez, enfin, ou des images de télévision que vous avez découvertes récemment? Est-ce que c'est plus de la fiction? Est-ce que c'est, en fait, est-ce que vous aviez d'abord des plans de cinéma ou des plans de la télévision quand vous avez commencé à lire ce livre? En fait, c'est pas tant quand j'ai fait le livre que quand j'ai fait ce premier montage du texte où la première étape a été de faire travailler ma mémoire. Ça veut dire d'avoir des choses qui surgissent automatiquement et ensuite justement de me poser un peu, de me dire ah oui mais là sur ce sujet qu'est-ce que j'ai pu voir, qu'est-ce qui me reste en mémoire. Après évidemment ce qui me revient en mémoire c'est mon regard de spectateur, donc les endroits où je vais chercher. Et par exemple dans le cinéma français en général. J'ai quand même vu beaucoup du cinéma documentaire, d'auteurs ou du cinéma ouvriériste autour des années 60-70. Ça, c'est un peu un endroit de ma culture et dont j'ai ramené là des pièces qui sont restées au montage, voilà, comme le film de Chris Marker, Pierre Lhomme, Le Jolimet, avec cette séquence de cette dame qui est relogée en HLM, qui m'avait beaucoup touché quand je l'avais vue la première fois. Ça c'est des choses qui revenaient. Et la plupart sont là. Mais donc, c'était plutôt ce champ-là d'un documentaire d'auteur ou ouvriériste comme les films Medvedkin. La seule fiction qui m'est revenue et qui est restée, c'était La crise de Colin Serrault, Oui. que j'avais vu à la sortie du film. Donc, j'étais quand même assez jeune et qui m'avait vachement marqué, surtout le passage dont moi j'utilise une séquence où on est dans une maison de province un peu cossue avec un sénateur parti PS qui s'engueule ce soir-là avec ses invités et avec ses mômes. Je me rappelais beaucoup de ces mômes qui jettent la nourriture parce que il faut manger, c'est pas bon pour l'écologie, il faut pas manger de viande et il faut manger du riz complet. Donc des véganes révolutionnaires avant l'heure. Et avec une phrase où il disait à leur père, de toute façon, tu as une tête de RPR. Et ça m'avait vachement marqué. Et des années, et ça, c'est revenu donc 20-25 ans plus tard à la lecture sur ce moment, sur la déception de la gauche ou sa trahison. Ça m'est revenu. Mais c'est, je crois, le seul exemple en fiction qui m'est revenu spontanément. Mais ça, c'est intéressant ce moment-là parce que à ce moment-là, Colin Serrault aborde la question du racisme, la question des électeurs du Front National, et même si cette séquence est décontextualisée du film, donc on voit que c'est très très grossier, mais en fait ça parle aussi, ça dit aussi beaucoup du film que vous faites, à savoir que et ça on le remarque très vite, c'est le fait que la famille Le Pen en tout cas est le résultat de quelque chose. Et le résultat de quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et en fait, vous déconstruisez l'histoire. Et en déconstruisant l'histoire, en ne l'utilisant pas comme on l'entend très souvent sur les plateaux télé, cette fameuse histoire de France, vous dites, elle existe. On va quand même voir un peu ce qu'il y a vraiment, vraiment à l'intérieur de tout ça. Et on va comprendre peut-être certaines choses qui font qu'aujourd'hui, d'autres choses existent. Et le film parle de ça surtout, j'ai l'impression. Ben oui, pour moi, c'est important quand... bon, on peut pas tout connaître de notre histoire, même quand on la vit, c'est pas une histoire qui est très vieille. On se réinvente des souvenirs. On n'est pas toujours, on n'est pas en permanence en train de se plonger même dans notre passé contemporain. Mais dans un cas comme la présence du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui et de ses idées, ça a eu une histoire aussi. C'est pas un donné, c'est pas quelque chose qui est apparu de nulle part, et c'est pas quelque chose qui a toujours été là. Quand je parle à des plus jeunes, par exemple, des très jeunes spectateurs qui ont grandi dans un monde où Le Pen a toujours fait autour de 20%, pour eux, elle a toujours été là. Avant même le père. Et du coup, même pour eux, par exemple, il faut leur expliquer que ça a une histoire, parce que l'avantage de ce qui est positif dans la construction de l'histoire, c'est-à-dire c'est négatif que le Front National ait pu partir de rien, remplir un vide, arriver jusqu'à 30%. Il n'empêche que s'ils sont apparus, ils peuvent disparaître.
et on peut les aider à disparaître. Et donc, si on voit les processus de construction qui ont amené le fait que ça soit un parti de masse, peut-être qu'on peut avoir trouvé les moyens de répondre au Rassemblement national et de commencer à défaire son histoire, à le renvoyer dans le champ du quasiment rien. Et de l'autre côté, même en tant que, on va dire, militant de gauche ou je ne sais pas, c'est aussi important de se rendre compte que les histoires des sentiments négatifs, enfin, qu'il y a une histoire des sentiments négatifs. Par exemple, faut faire attention aux relectures de l'histoire et on se rend compte que le sentiment raciste, par exemple, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été ancré culturellement et que, grosso modo, jusqu'aux années 70, jusqu'au moment où il y a un début de réflexion, etc., il était naturel, grosso modo, que l'ensemble des populations blanches occidentales soient pétries de racisme. On avait encore des pays coloniaux. Pendant très longtemps, les gens ont été éduqués avec l'idée que les blancs étaient supérieurs, que la religion catholique était supérieure, on apprenait à ces tribus de Noirs et d'Arabes et de Chinois un peu partout à devenir un tout petit peu propres. Et c'est vrai que cette génération, par exemple, des années 70, ils sont encore pétris de ça. Et qu'après, il faut le désapprendre. Et en fait, que le sentiment, que les luttes antiracistes, c'est très récent, c'est les années 80. Et que du coup, il faut faire attention aussi, même quand on est militant, de se dire que, ah oui, aujourd'hui, on est antiraciste, mais que ça, c'est très récent aussi. Et qu'il faut pas projeter d'un coup l'idée de renvoyer sur le fait, par exemple, que les ouvriers dans les années 70 c'était tous des fachos. Non, il y a une explication à leur racisme. Alors c'est pas une excuse, hein, mais il faut essayer de saisir ces explications-là parce qu'il y a des choses qui sont toujours aujourd'hui. Les gens qui vivent dans la crasse et la misère dans certaines cités toujours oubliées, dans les pairies de France, etc., ça crée des sentiments mauvais. On va pas dire tant qu'on ne résout pas les questions de misère, les questions d'inégalité, etc., il y aura une partie des gens qui les subissent, qui ne vont pas renvoyer contre les gouvernants leur rancœur, mais contre les plus faibles qu'eux. Cet engagement politique, quand le cinéma se l'accapare, il faut que ça va certainement être évident pour vous, mais il faut que ça doit passer par une expérimentation totale et pleine de l'image. Quand je vois vos films, par exemple, et vraiment, c'est pas parce que vous êtes à côté de moi que je dis ça, mais j'ai cette impression que le cinéma politique, cette manière de travailler le politique, finalement, en France, ça n'est plus aussi évident. Il n'y a plus cette expérimentation totale de l'image qui donne un engagement politique. C'est par exemple, vous parliez de la condition des immigrés dans les années 70 qui viennent travailler en France. D'ailleurs, à un moment, il y a un très beau moment du film Élise ou la vraie vie de Michel Drac. Mais ça me renvoie aussi à d'autres films de fiction, généralement plus à gauche, comme par exemple Dupont-la-Joie, qui est le film de Dave Boisset. Mais quand on voit ce film-là enfant, c'est vrai que ça perturbe. Mais quand on découvre après d'autres formes de cinéma et qu'on grandit, qu'on le revoit, on se dit, tiens, il y a quelque chose peut-être qui ne tourne pas rond. Et quand on voit votre film, on sent l'engagement politique, mais cet engagement politique est concret à partir du moment où il doit y avoir expérimentation de l'image. Et je pense que ça manque beaucoup. Je suis d'accord parce que alors là, Retour à, c'est un film qui est guidé par une voix off qui, par moment, est assez explicative. Donc, on pourrait se dire, ah oui, il y a quand même un discours préétabli qui est donné. Mais en fait, que je remets en jeu, j'espère, montage entre le texte et les images, entre les images elles-mêmes, de créer des contrepoints, etc. Parce que ce qui me semble important, quand on parle de cinéma politique, etc., c'est aussi dans l'adresse, c'est que le travail de l'image, le travail du montage, etc., c'est tout un travail qui ne passe pas par le vocabulaire, qui ne passe pas par la clarté, permet de créer des connexions, mais qui sont difficiles à définir. En fait, ça ouvre des questions, ça ouvre des espaces de réflexion, c'est-à-dire sur lesquels on n'a pas forcément de réponse, sur lesquels des fois on peut être en désaccord quand on est spectateur. Et c'est là que commence, pour moi, quelque chose qui est important, c'est que le spectateur est libre de ce qu'il pense, de comment il relie les éléments qu'on peut lui donner, etc. Et qui peut, l'idée, c'est plus important de poser des questions, que les spectateurs repartent avec des questions qu'avec des réponses qui seraient prémâchées, préétablies et qui seraient forcément discutables. Là, moi, ce qui est important, c'est de créer de la matière à penser.
Et c'est en ça que, par exemple, j'ai toujours du mal à définir mon cinéma comme engagé, parce que le cinéma engagé, c'est un cinéma qui doit donner des réponses. C'est son but. Il prend fait et cause pour quelque chose, même s'il y a des très grands films des films engagés. Pour moi, c'est pas péjoratif, mais c'est là où je pense que si on peut définir ce qu'est un cinéma politique, c'est quand même un cinéma plus ouvert et que l'idée, c'est de questionner la politique, etc., mais par les moyens du cinéma, sans forcément essayer d'avoir des réponses qui passent par le langage. Je me souviens d'un festival du cinéma engagé qui existait en Algérie. C'était très drôle dans les années 2000. Bref, en tout cas, retour à Reims. Le film sort aujourd'hui. Allez-y. Je profite pour saluer et remercier Karine Durance pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et Jean-Gabriel Perriot, le cinéaste, l'auteur de ce film, était là pour nous en parler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et encore une fois de plus, allez voir ce film qui est juste assez passionnant et qui pose de véritables questions de cinéma. Merci à vous en tout cas. Merci. Bonne journée, bonne soirée. Merci beaucoup, Frédéric. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.